On vient de connaître une semaine assez mouvementée sur les marchés avec des earnings de plusieurs grosses sociétés comme Novo Nordisk, Google ou encore Amazon. Donc dans cette vidéo, on va faire un résumé des différents earnings des sociétés que je suis, qui y a dans ma watchlist et qui m'intéressent. Donc on va avoir Napco Security, Novo Nordisk, Uber, Amazon ainsi que Google. Donc on va aller faire un tour sur ces différents earnings pour comprendre ce qui s'est passé, voir les différents enjeux. Et on va également voir les valorisations, à quel prix ça peut être intéressant d'acheter ces entreprises, à quel prix ça peut être intéressant de voir tout ça. Donc on va commencer par Google. À la suite de l'annonce des earnings, on a baissé de 7% sur l'année, donc sur un an coulant, on a eu 40% de performance. En termes de croissance, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté de 12% sur l'année. Les revenus des différents services Google qui ont augmenté de 10%. On a eu moins 3% sur Google Search, les publicités sur Google Search, et plus 13% sur les publicités YouTube. Les revenus du cloud ont augmenté de 30%, ce qui est très très bon. Donc revenus, c'est le chiffre d'affaires. On a des résultats opérationnels qui ont également augmenté de 31%, des résultats nets de 28% et des bénéfices nets par action de 31%. Donc je ne sais pas pourquoi il a mis comme ça, c'est BNA, c'est une traduction qui s'est faite automatique par l'IA, je l'avais fait en anglais. Donc 31% de bénéfices nets par action, ce qui est très 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 solide, c'est vraiment bien. En termes de marge, on a les marges opérationnelles du cloud qui commencent à devenir bien rentables, on est passé de 9,4% à 17,5%, pardon. C'est bien, mais bon, c'est toujours moins bien qu'Amazon qui est aux alentours de 30-37%. Et Microsoft Azure, je crois qu'il y a entre 20 et 25% à peu près. Mais c'est plus compliqué parce que Microsoft Azure n'est pas très transparent sur son cloud, sur sa partie cloud, etc. Donc on ne sait pas exactement où se situer, mais on sait que globalement, ils sont devant Google, ils sont derrière Amazon. Et en termes de marge, c'est pareil, ils ont l'air d'être devant Google et derrière Amazon. La marge opérationnelle globale du business est passée de 27% à 31%. Donc on a une belle amélioration ici. En ce qui concerne la répartition du capital, on a eu 2,46% de rachat d'actions, ce qui est très bien. Ils n'en ont pas parlé pour 2025, mais attendez-vous à ce que ce soit inférieur à ça en raison des énormes dépenses d'investissement, des énormes dépenses en CAPEX, parce qu'ils ont prévu pour 2025 de dépenser 75 milliards en CAPEX. En 2024, on était à 52 milliards. Donc on a une très très belle hausse du CAPEX. Les raisons pour cette hausse dans les investissements en CAPEX, c'est qu'ils ont besoin d'infrastructures IA, d'infrastructures pour le cloud. Ils disent qu'à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas répondre à la demande en serveur en cloud. Alors, en investissant massivement, ils devraient continuer de croître et ce sera toujours rentable pour l'avenir. L'idée vraiment, c'est qu'ils vont faire rapidement des grosses dépenses pour être en mesure de répondre aux besoins du marché pour les services de cloud, pour les services d'IA. Donc, c'est pour ça que Google a c'est pour ça qu'il y a autant de CAPEX qui est prévu. Pour ce qui est du dividende, ça n'a pas vraiment été mentionné, mais dans la façon dont ils en ont parlé, il semble qu'ils ont parlé de l'allocation du capital, il semble qu'ils soient beaucoup plus axés sur la croissance que sur le dividende. Donc n'attendez pas trop de ce dividende. S'il augmente de 10%, c'est très bien, mais je ne m'attendrai pas à une hausse de 20, 30 ou 40%. Je pense qu'une hausse entre 7 et 15%, ce sera déjà très bien. Et ensuite, les rémunérations à base d'actions, vous savez, les stock-based compensation, on a une croissance de celle-ci qui est plus lente qu'avant. Et ça, c'est bon signe parce que Google était très généreux en stock-based compensation. Donc là, c'est vraiment bien. Il faudrait que ça continue comme ça et que ça diminue un peu plus. Donc dans les projets, pour conclure le bilan sur Google, les earnings, on a une bonne croissance pour le cloud qui est plus 30%, mais c'est moins rapide qu'avant. Avant, on était à 35%, donc ils avancent un peu plus lentement. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'infrastructures pour ne pas répondre à la demande, qu'ils ne sont pas capables de répondre à la demande, ou alors que AWS et Azure deviennent de plus en plus, sont plus rapides et sont meilleurs qu'eux? Je ne sais pas. AWS, potentiellement oui, mais Azure, je ne pense pas. Donc pour le moment, Google, il y a de quoi faire. Tout ça, là, ça explique les 75 milliards de dollars d'investissement pour 2025. On a également Waymo, c'est les robots taxis de Google, qui est une entreprise que possède Google, qui s'internationalise. Ça arrive à Tokyo, ils arrivent également à Miami, Atlanta, Austin, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, l'entreprise se développe bien.
Ils sont convaincus, le PDG de Google est convaincu que l'IA devient moins chère et que ça va permettre qu'il y ait plus de clients qui vont s'y intéresser, plus de clients qui vont y accéder. Donc c'est quelque chose de bon pour eux. En ce qui concerne la valorisation, alors deux choix. Soit on le fait avec le cash flow opérationnel, étant donné que c'est une entreprise un peu comme Amazon, ça va être plus ou moins la même chose, qui investit beaucoup pour son futur, eh bien, on peut se faire une analyse avec le cash flow opérationnel pour les bénéfices, ou alors on le fait, enfin pour le discounted cash flow pour trouver la valeur exacte, la valeur intéressante pour acheter, ou alors on peut le faire avec les bénéfices nets. Donc avec le discount, avec les bénéfices opérationnels, donc operating cash flow, on a 131 milliards. On a le prix de l'action qui est actuellement, je crois qu'il est à 185 $. Hop. Le PER futur, donc là ça va être le price sur operating cash flow, étant donné que c'est ce qu'on prend futur, qu'on va voir dans 5 ans pour la projection, il est autour de 17. Pourquoi 17? Parce que si tu prends l'historique sur les 10 dernières années du price sur operating cash flow futur, on est aux alentours de 18, 19, quelque chose comme ça. Surtout quand on enlève les années où il y a eu où ça a été élevé de façon exceptionnelle. Donc on le met à 17 en le normalisant, on tombe autour de 17, 19. Donc certains aiment bien utiliser, si on prend l'operating cash flow, pas le forward operating cash flow, donc il prend les bénéfices de l'année suivante, on est plutôt sur 23. Moi je préfère être plutôt conservateur. Donc 17 ça me semble bien. Ensuite on va ralentir le nombre d'actions, les actions en circulation. Au lieu d'avoir moins 2%, on va être, enfin moins 2,5%, on va être à moins 1%. Le dividende, on ne prend pas en compte parce que bon, on peut le mettre, hein, ça rendra le truc un peu plus élevé, mais on va faire sans le dividende. Et si on a une croissance de 12% par an, ben, on peut s'attendre à l'heure actuelle, en achetant à 185 $, à faire du 12,83% par an, grosso modo 13% par an. Pour faire du 13% par an, il faudrait l'acheter autour de 183 $ en prenant en compte que les operating cash flow vont grossir de 12%. Bon, on l'a vu, Google, ça grossit un peu plus rapidement que 12%. On l'a vu, ça y est, les résultats opérationnels, par exemple, ils augmentent de 30%. Donc 12%, ça me semble quand même assez conservateur. On peut regarder ici sur FinChat, sur Google, la croissance qui est espérée pour le long terme. Et ils espèrent plutôt une croissance autour de 16%. Donc 12%, ça me semble être assez conservateur. On peut le mettre à 13%. Donc on peut voir que visiblement, tant qu'on achète l'action en dessous de 185 $, ça pourrait sembler être une bonne opportunité, ça pourrait sembler être intéressant. Maintenant, si on remplace les operating cash flow par les bénéfices nets, donc c'est 101 milliards. Hop. Ici, on va plutôt mettre 23, on va viser plus ou moins 23, et là pareil, les bénéfices nets, eux, sont censés augmenter un peu plus aussi, autour de 13-14% quand on est plutôt conservateur. Et donc là, ça voudrait dire que tant qu'on achète en dessous de 200 $, c'est pas mal. Donc on peut mettre 20 éventuellement à la limite. Si on met 20, on va aller regarder sur Google. On va aller dans les financials, les ratios. Donc si on regarde le price earning, on peut voir que historiquement, il a l'air d'être plutôt aux alentours de 23. Ça semble être bien, mais ça semble être même un peu faible quand on regarde tout ce qu'il y a, quand on regarde cet historique. Si on devait prendre une moyenne, on serait plutôt à 25, donc 23, je trouve que c'est assez conservateur, c'est pas mal. On peut le mettre à 22 éventuellement, mais globalement, ça nous dit plus ou moins la même chose. Quand on achète en dessous de 190 $, ça semble être une opportunité intéressante. Donc après, il faut toujours faire différents calculs, voir les différents scénarios possibles, mais aujourd'hui à 185 $, avec une action à 185 $ et si on vise un PI à 23 comme ce qu'on a actuellement, ça voudrait dire que le marché, il estime que ça va grossir de 9% par an. Pour faire du 10% par an, c'est plus ou moins ce que le marché recherche en général. Ça voudrait dire qu'il va grossir de 9% par an. Donc a priori, les bénéfices nets devraient augmenter de plus que 9% par an. Donc je trouve que les marges de sécurité sont pas mal pour Google et il y a de quoi faire. La seconde entreprise qu'on va aller voir maintenant, c'est Napco. D'ailleurs, à chaque fois, dites-moi en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations en fonction de est-ce que vous aussi, vous avez plus ou moins les mêmes conclusions après les earnings, après ce que vous avez vu. Donc pour Napco, là, ça a été la douche froide. Le titre a chuté de 28% à l'annonce des earnings. La performance sur un an est de moins 38%, donc ça a été très, très mauvais. Les raisons, c'est simple. On a le chiffre d'affaires qui a diminué de 9,7% sur l'année. Les bénéfices nets par action
de moins 17,65% sur l'année. Par contre, le bon point, c'est que les revenus récurrents des services, ce qu'ils appellent le RSR, ça a augmenté de 14,4%. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo complète sur Napco, donc dites-le moi en commentaire pour que je vois si c'est un truc qui vous intéresse, que je fasse une vidéo complète d'analyse sur Napco. Les raisons de la baisse, bon, encore une fois, la traduction, elle n'est pas top, c'est qu'il y a 2 distributeurs qui ont réduit leurs ventes. Okay, le premier, parce qu'il a dû faire une réduction des stocks. Visiblement, c'était pour tout le monde, ce n'est pas uniquement pour Napco. Ils ont voulu baisser les stocks. Le deuxième, c'est parce qu'il y a une restructuration au niveau de la direction. Donc, ils sont en train de voir s'ils vont continuer de travailler avec les mêmes entreprises, les mêmes boîtes. Donc là, ça peut être problématique. J'aime pas trop ça parce que potentiellement, si la nouvelle direction décide que on ne va pas vendre du Napco, ça va faire mal. Et quand on voit que seulement 2 distributeurs ont un impact aussi gros sur le chiffre d'affaires, quasiment 10% de baisse, c'est problématique. Okay, l'autre raison potentielle, c'est est-ce qu'on aurait une récession qui pourrait arriver dans le domaine de la sécurité, dans le domaine dans lequel Napco interagit et dedans. Je ne sais pas encore, c'est trop tôt, mais peut-être qu'on a des premiers signes d'une récession potentielle dans ce domaine. Okay, ils s'attendent à une croissance pour le futur des revenus récurrents de 12,5% pour le 3e trimestre. Et la croissance continuerait donc potentiellement de baisser. Elle était avant plutôt autour de 20%, là elle était à 15%. Elle va passer à 12,5%. Et ils s'attendent de nouveau à une croissance d'environ 20% pour le 4e trimestre de l'année. Il faut savoir que là, les earnings qu'ils ont fait la semaine dernière, c'est les earnings pour le 2e trimestre 2025 parce qu'ils sont en décalé. Donc, pas le prochain trimestre, mais le trimestre d'après, ce sera le dernier trimestre de l'année fiscale de Napco. Donc, c'est ça qu'ils veulent dire à ce trimestre-là. Ils s'attendent à retourner aux 20% de croissance pour les revenus des services récurrents. Donc, c'est des revenus où ils ont des marges très élevées. Okay, vous allez le voir ici, mais la marge bénéficiaire brute est à 57% contre 52,6% au dernier trimestre. C'est plus haut tout simplement parce qu'on a une croissance des revenus récurrents des services et on a une décroissance du chiffre d'affaires. Donc les machines, ils font moins d'argent sur les machines qui vendent, les outils qui vendent, etc. Mais sur les revenus récurrents, ils augmentent les bénéfices parce que ça, c'est en croissance. Donc c'est pour ça que la marge s'améliore parce qu'il y a plus de marge qui vient d'un truc où c'est margé à 91%, où la marge brute est à 91%, que d'autres choses. Donc marge brute à 91% pour le RSR, alors qu'avant on était à 90%, ça c'est très bien. Et donc on a plus de revenus qui proviennent des logiciels, des revenus récurrents que du matériel, donc ça c'est très bien aussi. Une marge d'EBITDA à 28%, ils prévoyaient que ce soit autour de 40% sur 2026. Ils pensent que ça va être un pas en arrière, là, qu'ils vont revoir leur objectif parce que ça paraît trop tôt peut-être 2026. Ils sont convaincus qu'ils vont arriver à atteindre ce niveau de marge d'EBITDA de 40%, mais ils ne sont pas sûrs que ce soit pour 2026. Mais bon, ils devraient y parvenir, mais peut-être pas en 2026. Donc là, un petit step back. Il faut quand même retenir que 28% de marge d'EBITDA, ça reste très solide. Hein. Ça reste très, très, très solide, surtout pour une entreprise dans la sécurité. Il leur faudrait apparemment, pour atteindre ces 40% de marge d'EBITDA, 10% de croissance des ventes d'équipements et 20% de croissance des revenus des services. Et ils prévoyaient d'atteindre cet objectif avec des RSR qui auraient une marge brute de 80%. Donc là, la marge brute étant de 91%, ça leur semble encore plus atteignable qu'auparavant. Encore une fois, je le répète, excusez-moi pour la traduction qui n'est pas top ici. C'est tout simplement que j'ai utilisé l'outil traducteur de documents, parce qu'à la base, j'avais fait ça en anglais. Donc j'avais la flemme de tout traduire, donc j'ai fait une traduction automatique. Donc vous comprenez à peu près ce que ça donne avec ma voix derrière. Pour ce qui est de l'allocation du capital, ils ont prévu un dividende de 0,12 par trimestre. C'est aligné avec ce qu'il y a eu précédemment. Et un programme d'achat d'actions à un très bon prix parce qu'il semble que l'action a beaucoup chuté. Donc c'est un très bon prix pour du rachat d'actions. Le truc qui m'embête un petit peu ici, c'est j'aurais pas été en colère contre eux s'ils avaient coupé leur dividende et qu'ils avaient utilisé tout le cash du dividende pour acheter des actions. Et même, ils gardent encore du cash, ils gardent, je crois, à peu près 100 millions ou 80 millions en cash. Donc j'aurais aimé qu'ils soient peut-être un peu plus agressifs sur les rachats d'actions parce que le prix est tellement faible que renvoyer plus de rachats d'actions, ça aurait pu être pas mal et ça aurait montré vraiment une grosse confiance dans leur boîte. C'est un petit peu ce qu'avait fait FICO avant qu'ils explosent complètement, quand l'entreprise baissait, quand ils avaient commencé à mettre les revenus récurrents et tout ça qui marchaient
très bien. Bah, là, on aurait pu avoir plus ou moins la même chose, mais FICO avait été plus agressif sur les rachats d'actions. Sur la politique des tarifs, alors eux, ils estiment qu'il n'y a pas trop de problème parce qu'ils s'approvisionnent, ils ont toute leur manufacture qui vient de la République dominicaine, donc ils s'attendent à moins de problèmes que les concurrents qui, eux, vont se fournir en Chine, qui ont des produits finaux qui arrivent en Chine. Alors il faut comprendre que NAPCO a quand même des produits finaux qui viennent de la Chine, ça représente à peu près 30% de leurs revenus. Donc bon, là, ils ont fait un peu un tour de passe-passe, mais globalement, ils ont quand même l'air d'être un peu mieux positionnés que les concurrents par rapport à ça. Pour ce qui est de leur plan pour le futur, alors ils sont convaincus qu'ils ont des meilleurs produits que les concurrents. Okay, la demande de produits elle devrait s'améliorer au cours du dernier trimestre de leur année fiscale. Okay, donc c'est le troisième trimestre de cette année. Troisième trimestre de cette année, quoi. Ils pensent qu'ils ont des bons produits et une opportunité avec leurs produits sur les radios. Okay, ils insistent que pour le moment, ce qui se passe, c'est surtout dû à un mauvais timing, qu'en général, cette partie de l'année n'est pas terrible pour eux, que c'est surtout le dernier trimestre où ils comblent les choses et où c'est bon. Okay, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'ils cherchent activement de nouveaux partenariats, okay, pour pas dépendre de seulement 1 ou 2 ou 3 ou 4, et ça fait beaucoup baisser leur vente. Donc, est-ce qu'ils vont chercher des nouveaux partenariats? Ils se disent qu'ils ont prévu d'assister à des nouveaux salons pour la sécurité et tout ça, là où ils devraient trouver des partenaires. Donc, on va voir si c'est vraiment le cas. On va voir vraiment, c'est à partir du 4e trimestre de leur année fiscale qu'on saura s'il y a quelque chose à faire ou pas pour eux et si leurs guidance sont bonnes. Okay, ils ont également du lancement de nouveaux produits. Ils imaginent peut-être faire des acquisitions, mais pas sûr pour les acquisitions. Ils ont dit que uniquement s'il y a des bons prix sur le marché. Donc dans les nouveaux produits, ils ont leur MVP Access. Okay, c'est un système basé sur le cloud de contrôle d'accès. Ils ont Prima, okay, des panneaux de sécurité tout en un. Ça, c'est pour une adoption du marché de masse. Et les Starlink Radio. Là, ils comptent beaucoup sur les Starlink Radio pour avoir plus d'expansion dessus, plus de bénéfices, et ils estiment que c'est les meilleurs sur le marché pour ça, et ça leur permettrait aussi d'avoir plus de RSR grâce à ça. Pour ce qui est de la valorisation, là, on va aller prendre NAPCO. Ils vont avoir sur le PER, on va aller prendre le PER futur. Donc le PER futur, on peut voir que mettre une moyenne aux alentours de 25, ça peut sembler être pas mal. Donc on va tester 25. On a un prix de l'action qui actuellement est à 25 $. Hop. On a un nombre d'actions en circulation. Allez. Share outstanding 36,4. Donc 36,4 millions. Et les bénéfices nets, là on va se mettre, moi ce que j'aime bien faire, c'est me mettre en trimestriel et de prendre, un trimestre en estimation, plus les 3 autres trimestres. Donc ça nous ferait bénéfice net, le bénéfice net est ici, donc ça nous ferait 11 millions plus 10,5 plus 11,2 plus 13,5. Ce qui nous donne 46,2. Donc 46,2. Les actions en circulation, ici on voit qu'il n'y a pas eu trop de buyback, donc on va le mettre à 0. Voilà. Et donc s'ils grossissent de 12% par an et qu'on les a à un PER de 25, ça nous donnerait du 17. Du 17, ce qui est vraiment pas mal. À l'heure actuelle, on a un PER qui est à 20, ok, et le PER sur la future est à 21, donc on va pouvoir peut-être le diminuer ici. On va le mettre plutôt à 22, ok. Et ils estiment qu'il y aurait une croissance potentielle de 17% pour les 2 prochaines années, 20% sur du un peu plus long terme, donc au-delà de 2 ans. Donc 17% sur les 2-3 prochaines années. Vous voyez, on va se mettre à 13%. 13%, ça me semble plus ou moins honnête. On peut voir que pour faire 13% par an, il faudrait l'acheter inférieur à 28 $. Okay, et donc là, en l'achetant à 25 $, il y a de quoi faire 15% par an sans compter le dividende. Donc la valorisation me semble vraiment pas mal pour NAPCO.
Je pense qu'il y a potentiellement quelque chose à faire. Ok, on passe à la suivante. Donc, on va passer sur Novo Nordisk. Après, nous aurons Uber et Amazon. Pour Novo Nordisk, on a eu d'excellents résultats également. Plus 4% suite à l'annonce des résultats. Une performance year-over-year sur l'année de moins 23%, donc pas de 2025, mais sur un an, quoi. En termes de croissance, chiffre d'affaires plus 25%, exceptionnel. Résultats opérationnels plus 25%. Vente mondiale de médicaments contre l'obésité, plus 56% et plus 86% juste pour Wegovy. Donc excellent encore une fois, alors que Wegovy est connu pour être moins bon que celui d'Eli Lilly. Pour le moment, avec les améliorations qu'ils font, et ça devrait aller mieux maintenant, mais quand même. Résultat net, 21% d'augmentation sur l'année. Très très bien. Flux de trésorerie disponible, là, c'est le gros problème. C'est pour ça que ça n'a pas pris plus 15%. On est passé de 68 milliards de couronnes suédoises à moins 14,7 milliards, donc c'est le free cash flow, de couronnes suédoises. La raison de cette grosse baisse, c'est qu'ils ont fait des acquisitions, donc notamment 3 sites de production de l'entreprise Catalent aux États-Unis. Ils ont beaucoup en pipeline pour cette guerre de l'obésité et du diabète. Ils ont vraiment beaucoup de trucs en pipeline et ils ont des essais cliniques qui sont très très prometteurs et qui ont d'excellents résultats. Donc ça peut être pas mal et aussi beaucoup de recherche et développement. Il y a une potentiel début de perte de part dans le marché des GLP-1. Donc les GLP-1, c'est les trucs que tu t'injectes, c'est la molécule pour les pertes de poids, pour le diabète. C'est ça qui est derrière Wegovy, qui est derrière Ozempic. Okay, ils avaient 69% du marché, maintenant ils ont 63,6%. Donc ils perdent potentiellement des parts. Maintenant les questions, c'est est-ce qu'ils perdent des parts parce que les gens préfèrent les autres ou est-ce qu'ils perdent des parts parce que justement, ils n'avaient pas assez de capacité de production, c'était trop compliqué de se fournir chez eux. Et c'est à cause de ça qu'ils ont perdu des parts. On va voir dans les années à venir, mais il ne faut pas exclure que peut-être les parts qui ont été perdues, c'est uniquement parce qu'ils n'avaient pas des capacités de production qui étaient assez grandes. Okay, donc ça, il faut le garder en tête. La croissance attendue pour 2025, ils estiment que leur chiffre d'affaires devrait augmenter entre 16 et 24% et le résultat opérationnel de 19 à 27%, ce qui est excellent. C'est un peu moins que ce qu'on avait avant, mais c'est normal, le marché devient un peu plus mature maintenant, mais c'est quand même c'est déjà à 2 chiffres comme croissance, et c'est plus proche du 20% que du 10%, donc ça c'est quand même excellent. Pour ce qui est des marges, on a une marge brute à quasiment 85%, elle a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, donc très bien. La marge opérationnelle, 44,2%, c'est identique à l'année dernière, c'est excellent, hein, 44% de marge opérationnelle. Franchement, il n'y a pas de quoi, c'est vraiment très bien. Ils estiment que la marge opérationnelle devrait croître légèrement, mais il faut savoir qu'ils sont sous pression en raison de nombreux investissements et notamment dans les infrastructures pour délivrer plus de produits et pour répondre à la demande du marché. Donc, n'attendez pas trop à une énorme hausse de la marge opérationnelle, mais ils estiment qu'elle devrait quand même augmenter légèrement. Pour ce qui est de la gestion du capital, des capitaux, ils ont fait une acquisition, donc 3 acquisitions des sites de production Catalent pour 11,7 milliards de dollars. C'était en décembre 2024, il me semble. Beaucoup de R&D, ils ont prévu il y a eu une croissance des coûts de 48%. Nouveaux essais cliniques, beaucoup de recherche, ok, donc grosse croissance des coûts. Leur achat d'actions en 2024 était à 0,6% et ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de rachat d'actions pour 2025. Alors, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Je n'en sais rien, mais pour le moment, ne vous attendez pas à des rachats d'actions en 2025. Il semblerait qu'il n'y en ait pas de prévu. Okay, pour ce qui est du CAPEX, on a 83% de plus en 2024 par rapport à 2023. On est passé de 25,8 milliards à 47,2 milliards de couronnes suédoises parce qu'il y avait des besoins en production. Okay, ils ne pouvaient pas répondre à la demande, donc ils ont besoin d'investir massivement pour répondre à la demande avant de perdre trop de parts de marché. Le CAPEX pour 2025, ils vont passer de 47 milliards à 65 milliards, soit une augmentation de 38%, surtout dans la chaîne d'approvisionnement et dans la recherche. Ça va aller là-dedans. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, ils perdent potentiellement des parts de marché parce qu'ils ne sont pas capables de fournir assez de Wegovy, assez d'Ozempic, mais il ne faudrait pas que ça arrive trop tard, quoi. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent trop tard et qu'ils arrivent après la guerre. Normalement, ça devrait être OK parce que je me suis un peu renseigné. Eli Lilly connaît plus ou moins le même problème. Okay, pas la même mesure que Novo Nordisk, mais ils connaissent le même problème. Donc, c'est un peu problématique aussi pour eux. Ils ne sont pas les seuls là-dedans. Le dividende a augmenté de 21%. Il passe à 11,40, ce qui est très appréciable et très sympa.
Pour le futur, ok, donc des dépenses élevées en R&D et en CAPEX, parce qu'il y a forte concurrence, il y a un concurrent, mais c'est une bataille acharnée avec ce concurrent. On ne parle pas d'une forte concurrence quand on a Mastercard et Visa qui se battent, mais là, pour Eli Lilly et Novo Nordisk, ils parlent de forte concurrence, tout le monde est là, oui, la concurrence est rude, etc. Ils sont deux sur le marché, ok? Ils sont deux à dominer le marché, donc ça va, quoi. Ensuite, ils ont besoin d'améliorer la chaîne d'approvisionnement. Pas de rachat d'actions prévu. Le CAPEX sur le cash from operation, ok, devrait être d'environ 45%. C'est plus élevé que d'habitude, mais encore une fois, c'est parce qu'ils sont dans cette situation un peu inhabituelle. Le free cash flow, lui, devrait être compris entre 75 et 85 milliards, si pas d'acquisition. Donc on reprendrait la croissance, ce qui est bien. Je pense qu'ils s'inquiètent potentiellement de cette perte. C'est pour ça qu'ils dépensent beaucoup en R&D, en CAPEX, parce qu'ils perdent des parts de marché sur les GLP-1. Donc ils veulent regagner les parts de marché, ou du moins, ils veulent stabiliser ça avant d'en perdre trop et que ce soit problématique. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup d'essais cliniques, etc. De manière générale, les dirigeants de Novo sont très sérieux sur leur... alors, ce n'est pas leur conseil, c'est sur leur guidance. Okay, dans leur guidance, etc., ils sont très sérieux. Quand ils annoncent 20% de croissance, en général, il y a 20% de croissance. Donc là, c'est pas mal. Donc le fait qu'ils nous annoncent visiblement, c'était où? Voilà, entre 16 et 24% de croissance. A priori, ça veut dire qu'on devrait avoir entre 16 et 24. Ça m'étonnerait qu'on ait 10 ou 12, qu'on ait une mauvaise surprise. Okay, donc on va voir où est-ce qu'on en sera. On aura plus de visibilité dans les mois à venir, dans les prochains trimestres. En termes de valorisation, on va prendre les bénéfices opérationnels, enfin les bénéfices nets, pardon. On va faire un petit peu comme avec le reste. On va se mettre en quarterly, trimestriel. On va aller prendre l'estimation pour mars. Et on va aller calculer ça à la main. Donc ça nous ferait 28 milliards 786. Plus 28 230. Plus 27 301. Plus 20 050. Ça nous fait 104 milliards 367. Ok. Donc ils avaient annoncé pour l'année prochaine, parce que c'est nouveau, résultats opérationnels qui augmentent entre 19 et 27%. Les résultats opérationnels, les résultats nets augmentent légèrement moins. Donc si on se met ici à 15% de croissance, qu'on va chercher un PER futur autour de 22. Donc on peut regarder ici, en général, le PER de Novo Nordisk, il est un peu supérieur à 22. En général, il est quand même largement supérieur à 22. Donc on va se mettre ici aux alentours de 25. C'est quelque chose qui est jouable. Donc ça veut dire que s'ils grossissent là, on va enlever les rachats d'actions, même si c'est que pour une année, on va dire qu'ils ne font pas de rachat d'actions du tout. Visiblement, en achetant à 639 couronnes suédoises, on a de quoi faire 13% par an. Ok, donc là, le prix il est à combien maintenant? 628. Donc tant qu'on achète en dessous de 639, il y a de quoi faire. Ok, avec un dividende, s'il augmente de 15% par an, on peut même se dire en dessous de 681 pour faire 13% par an. Maintenant, pour faire 10% par an, avec une perspective de croissance comme ça, il faudrait acheter en dessous de 731 couronnes suédoises. La croissance estimée sur du long terme est estimée autour de 19% par an. Ok, donc si on a 19% qui est prévu, si on atteint l'objectif, les guidance des analystes là-dessus, à 19% par an pour les 3 à 5 prochaines années, on devrait faire plus ou moins du 17-18% par an, ce qui est vraiment pas mal sans qu'il y ait de rachat d'actions. Donc là, pour le coup, ça me semble pas mal. Moi, je préfère prendre 0,15. 15%, ça me semble plus juste. Donc ça voudrait dire que là, potentiellement, à ce prix, en dessous de 630 $, enfin 630 couronnes suédoises, on peut aller chercher du 13% par an. Ok, on va passer maintenant sur Uber et après on ira faire Amazon. Donc pour Uber, on a une baisse des titres de 7% également suite à l'annonce des résultats, mais ça a pumpé juste après, le lendemain, donc ça s'équilibre un petit peu.
et une performance sur l'année qui était de moins 4%. La croissance, bon, les réservations brutes des voyages, plus 18%, chiffre d'affaires plus 20%, EBITDA ajusté plus 40%, résultats opérationnels plus 18%, donc des résultats très solides pour Uber. Le revenu net, 6,9 milliards de dollars sur l'année. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a eu 6,4 milliards qui sont des libérations fiscales, des trucs fiscaux, quoi, et 556 millions qui sont des plus-values latentes sur les investissements qu'ils ont fait, des investissements parce qu'ils possèdent des parts dans d'autres entreprises. Donc en soi, si on enlève ça, ils ont un résultat net négatif. Donc pas terrible, mais c'est mieux qu'avant. Les activités de fret, de transport de fret, ils sont à moins 22 millions de dollars contre moins 14 millions au même trimestre, mais un an avant. Donc là, c'est pas terrible. Okay, ils sont encore un peu plus déficitaires là-dessus. La réservation de la mobilité, elle est en croissance, 18%. Livraison, la croissance, 18%. Et déplacement, plus 18%. 33 millions de trajets Uber réservés chaque jour en moyenne. C'est quand même énorme. Les abonnements Uber One, plus 60% sur l'année. 30 millions de membres, c'est quand même énorme. Pour le premier trimestre de 2025, ils estiment des réservations brutes entre 17 et 21%. Okay, donc c'est moins que ce qu'on avait avant. Potentiellement plus, mais aussi potentiellement moins. Et un EBITDA ajusté entre 30 et 37% de croissance, ce qui est un peu moins que ce qu'on avait avant. Donc la croissance commence à ralentir un peu, mais elle reste très convenable, hein, on ne va pas s'en plaindre. La marge d'EBITDA est à 4,2%, okay, la marge de mobilité à 7,8% au quatrième trimestre, alors qu'elle était à 8% au troisième trimestre. Donc cette baisse, c'est pas terrible, surtout pour une entreprise qui est censée améliorer ses marges au fur et à mesure. Au fil que les années passent, elle est censée améliorer ses marges, et là, elle ne le fait pas. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose de problématique, surtout que c'est des marges qui sont déjà assez faibles. On aimerait bien que ces marges soient supérieures à 15%. Donc là, c'est un point à souligner qui peut être problématique. On a également des faibles marges sur la livraison, 3,6%. C'est en amélioration, mais c'est toujours pas bon du tout. Okay, pour ce qui est de la location du capital, ils ont prévu 1,5 milliard de dollars de rachat d'actions, alors qu'ils sont sur un plan de 7 milliards sur l'année. Donc faire 1,5 milliard, ça semble peu, okay, surtout si on considère que le titre est vraiment sous-évalué. Et en plus de ça, si on additionne les 1,5 milliard par trimestre, ça nous donne 6 milliards et non 7 milliards qui sont annoncés. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus agressifs sur leur rachat et dès le premier trimestre, dès maintenant, pourquoi ils ne sont pas plus agressifs? Ça, c'est une question que je me pose. C'est un truc qui me pose un petit peu problème aussi avec cette entreprise. C'est que je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas plus agressifs si l'action est considérée comme autant sous-évaluée et surtout si le plan est 7 milliards. Donc à la limite, vu la sous-évaluation, ils pourraient limite racheter 3 ou 4 milliards ici, au second semestre, 3 ou 4 milliards de plus pour arriver là-dessus. Donc ça ne me plaît pas trop. Qu'est-ce qui n'a potentiellement pas fonctionné? On l'a vu, c'est les marges et la rentabilité qui sont très faibles, les rachats qui ne sont pas assez agressifs. Je pense que c'est pour ça que l'action a chuté de quelques pourcentages le jour de l'annonce des résultats. Et une croissance aussi peut-être pas assez importante pour 2025, même si elle est très bien, mais comparé à ce qu'on avait avant, c'est peut-être pas assez important. Okay, donc on va aller calculer maintenant la valeur potentielle pour pour Uber. Donc on va aller sur Uber. Donc là pareil, on peut utiliser, hop, on peut se mettre en quarterly. On peut regarder avec le net income, mais là celui-là il faudrait le modifier, il faudrait l'ajuster, quoi, parce qu'il n'est pas ajusté. Donc on va aller regarder peut-être sur le cash flow opérationnel. Le cash flow opérationnel, ça peut sembler plus juste, ok. Donc cash flow opérationnel, on va avoir 1419 plus 1750, 2151 plus 1820, ce qui nous donne 7140. Ok, un prix de l'action qui est à 75 $. Le price sur operating cash flow, on le voit ici, on va enlever les années où il a 50, 60, mais il a l'air d'être autour de 20, entre 20 et 25. Ok, donc on va le mettre plutôt autour de 22, ça peut sembler pas mal. Le nombre d'actions en circulation,
2 milliards 105, 2 milliards 106. Hop. Donc là, si on veut faire du 13% par an et qu'on estime que le price sur Operating Cash Flow Future sera de 22, donc c'est-à-dire que dans 5 ans, il sera à 22, pour faire 13% par an, il faudrait l'acheter en dessous de 75 $. Ok. Donc on est sur un prix actuellement qui peut sembler être une opportunité si on a Uber qui grossit de 13% par an. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas quand même avoir plus que 13% de croissance annuelle? Ils estiment 30%. Hein. Là, ils estiment 30%. Donc, visiblement, si on se met plutôt à 20, on a quasiment du 20% par an tant qu'on achète. Et pour faire du 13% par an, il faut acheter en dessous de 100 $. Donc là, il y a quand même, je trouve, une belle marge de sécurité. Il y a quelque chose à jouer. Je vais être franc. Moi, l'entreprise ne m'intéresse pas parce que les marges opérationnelles sont trop faibles. Moi, je veux que ce soit supérieur à 15%. L'entreprise n'est pas rentable depuis assez longtemps pour que ça m'intéresse. Peut-être que dans 5 ans, ça m'intéressera, même si je dois acheter plus cher, si ça a bien monté, c'est pas grave. Mais pour le moment, ça ne colle pas ce que je recherche. Donc moi, je ne me positionnerai pas. Mais pour ceux que ça peut intéresser, la valorisation semble quand même assez intéressante, du moins tant qu'on est inférieur à 75 $, 90 $, voire 100 $. Il faut se rappeler aussi qu'il y a en décembre, il y a 3 mois, on était à 60 $. Donc il y a déjà eu une très belle remontée du titre depuis. Ok, on va passer maintenant sur Amazon, la dernière entreprise. Donc Amazon, le titre a baissé de 4%. Suite à l'annonce des résultats, il n'y a pas que, il y a tout le Nasdaq, tout a baissé directement. On a une performance annuelle de 40% entre l'année dernière et cette année, c'est pas mal. Une croissance qui est très impressionnante pour le 4e trimestre. Chiffre d'affaires qui augmente de 10% par rapport à l'année dernière. AWS qui augmente de 19%. Résultats opérationnels plus 60%. AWS plus 40% de résultats opérationnels. C'est excellent. Résultats nets qui ont augmenté de 88% par rapport à l'année dernière. C'est quand même, par rapport au trimestre de l'année dernière, c'est exceptionnel. Sur l'année complète, le chiffre d'affaires qui augmente de 11%. AWS, il augmente de 19%. C'est une croissance solide en considérant qu'ils sont déjà leaders de ce marché. Ils continuent de croître à 19% par an, alors que par exemple, on a vu la croissance de Google qui diminue un peu et celle de Microsoft aussi qui diminue un peu. Pas qu'ils ont ils ont juste moins de croissance, ok? C'est pas qu'ils sont en décroissance, c'est qu'ils ont moins de croissance. Donc le fait qu'AWS reste stable, c'est quand même un très bon signe. Les résultats opérationnels ont augmenté de quasiment 86%, ceux de AWS de 61%. Les résultats nets ont quasiment doublé, plus 94%. Ça, c'est parce que AWS rapporte beaucoup de cash et c'est très rentable. Le cash flow opérationnel a augmenté de 36% et le free cash flow, lui, de 3,8%. Donc, c'est pas que ça n'a pas trop bougé, mais bon, on sait très bien qu'ils ne font pas trop de free cash flow parce qu'ils dépensent beaucoup. Je crois que l'année dernière, c'était déjà 80 milliards de capex pour l'entreprise. Les marges opérationnelles de AWS en 2023 étaient à 27%, ce qui était déjà très bien. C'est les leaders du marché, même en marge opérationnelle. Là, en 2024, on a 37%. C'est une augmentation de 37%. C'est très joli aussi. On a les marges opérationnelles globales de Amazon en 2023 qui étaient à 6,41. Là, on est passé au-dessus de 10%, une augmentation de 67%, parce que leurs revenus publicitaires augmentent. C'est beaucoup de marge sur les revenus publicitaires, beaucoup de marge sur AWS. Et donc là, ça permet d'augmenter les marges globales du business. Parce que le business Amazon, la marketplace Amazon, c'est pas là où ça gagne le plus d'argent, c'est là où ça fait le plus de chiffre d'affaires, mais c'est pas là où ça rapporte le plus de bénéfices. Pour ce qui est de l'allocation du capital, CAPEX de 85 milliards en 2024, Google a annoncé 75 milliards en 2025 et baissé de 8%. Donc les 85 milliards de Amazon, finalement, ça ne fait pas trembler beaucoup de monde. Par contre, ce qui fait trembler, c'est qu'ils ont prévu d'investir 27 milliards par trimestre en 2025. Ça fait plus de 100 milliards sur l'année et ça plaît pas trop. Bien qu'on ait Andrew Jassy, le PDG, qui ait déclaré « Nous n'achetons pas d'investissement à moins de constater une demande ». Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de transactions, etc. Bon, c'est la traduction encore une fois, mais s'ils font tous ces investissements, c'est majoritairement pour le cloud, l'IA, etc. C'est parce qu'il y a une demande et qu'ils ont besoin de combler l'offre. Ils ont besoin de provide une offre à cette demande. Et ils ont le même problème que Google, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de demandes par rapport à l'offre qu'ils ont. Donc, ils ne veulent pas perdre des parts de marché. C'est pour ça qu'ils investissent autant pour combler cette demande qui est présente. Et malheureusement, ils continuent d'émettre des actions aux alentours de 1,5% par an. C'est pas terrible, mais bon.
Le jour où ils vont faire des rachats d'actions, je pense que ça fera du bien aux actionnaires. Pour les guidance, ils construisent leur propre puce IA. Et ça, c'est important parce qu'apparemment, elles sont 30% meilleures que celles d'NVIDIA en termes de prix par rapport à la performance. Ils achètent. Pourquoi j'achète? Ils achètent. Ils achètent toujours beaucoup chez NVIDIA. Ils l'ont déclaré qu'ils utilisaient encore beaucoup les puces NVIDIA, mais ils sont capables de faire leurs propres puces. Maintenant, il va falloir qu'ils fassent la logistique pour tout ça et qu'ils les aient, mais 30% mieux qu'NVIDIA. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement le même problème que Intel a eu chez NVIDIA? C'est-à-dire Intel, Apple a déclaré faire ses puces. Tous les Macs qui étaient sous Intel, maintenant, c'est des Macs sous M1, M2, M3, M3 Pro, etc. Et depuis, Intel, ça se porte pas très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas la même chose sur NVIDIA, qui était censé être numéro 1 dans l'IA, trop en avance par rapport à tout le monde, personne ne peut les concurrencer? Visiblement, Amazon est capable de faire des puces qui sont 30% meilleures en termes de prix par rapport à la performance. Ça ne veut pas dire qu'elles sont 30% meilleures en termes de performance, mais surtout par rapport à ce qu'elles coûtent, et ce qu'elles peuvent performer. Donc Amazon, eux, ils ne cherchent pas à faire des meilleures puces que NVIDIA. Ce qu'ils veulent juste, c'est des puces qui soient tout simplement plus rentables pour eux. Et visiblement, ils sont capables de le faire. Donc, est-ce que ça ne viendrait pas effriter un petit peu le mode de NVIDIA, la douve de NVIDIA? À vous de voir, mais c'est pour ça, moi, que je n'investis pas dans les semi-conducteurs, parce que je trouve que les modes sont trop faibles, et surtout que ça peut être, il suffit d'un rien, quoi. On a vu Intel, tout le monde déclarait qu'ils avaient un mode, ils avaient le pipeline de brevets sur leurs puces, etc., qui était le plus développé. Intel et IBM, il y a quelques années, c'était les deux entreprises avec le plus de brevets, le plus d'innovation. Il a suffi qu'Apple sorte M1 et Intel est devenu, a totalement chuté et totalement parti en cacahuète, pour rester poli. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il va se passer la même chose avec NVIDIA, mais est-ce que la même chose peut se produire? Je pense que c'est une question valide à se poser avant d'investir sur NVIDIA. Ensuite, ils ont une croissance qui est attendue pour 2025, au premier trimestre du moins, qui est moins rapide. Est-ce que c'est dû à une cyclicité de cette période-là ou pas? Mais ils estiment entre 5 et 7% de croissance de chiffre d'affaires, donc pas terrible. Ils semblent avoir des contraintes en termes de power. Donc le power, c'est plus l'électricité, l'alimentation pour leur cloud et tout ça, ce qui ralentit leur croissance. C'est un peu comme Google, même si Google n'a pas forcément les problèmes au niveau de l'électricité, ou du moins ils ne l'ont pas déclaré. Amazon a déclaré avoir des problèmes au niveau de cette électricité. Ils estiment que ces problèmes-là devraient se dissiper à partir du deuxième semestre de 2025. Donc on va voir. Les ventes nettes, ils estiment qu'elles vont augmenter donc, de 5 à 9% au premier trimestre, et les résultats opérationnels devraient être entre 14 et 18 milliards de dollars au premier trimestre, contre 15,3 milliards de dollars au premier trimestre de 2024. Donc le premier trimestre de 2025, il y aura potentiellement une décroissance légère du résultat opérationnel, ou alors une croissance très légère, autour de 15%. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est à prendre en compte. En termes de valorisation, donc deux choix ici, soit on le fait avec l'operating cash flow, étant donné qu'ils dépensent beaucoup, ça peut être judicieux de le faire avec l'operating cash flow, ou on le fait avec le net income. Quand on fait avec l'operating cash flow, qu'on considère qu'ils vont continuer d'émettre des nouvelles actions, et qu'on met un price sur operating cash flow, dans 5 ans, on estime qu'il sera à 19,8, on peut le mettre à 20, 19,8, si on veut faire 13% par an, il faut acheter en dessous de 230 $, et il faut également que l'operating cash flow augmente de 16% par an. Est-ce que l'operating cash flow peut augmenter de 16% par an? On voit que là, les résultats opérationnels, ils augmentent autour de 60%. Donc, visiblement, il y a de la place. Et si on regarde ici l'estimation, ils estiment que ça devrait augmenter, enfin, du moins les bénéfices par action devraient augmenter de 20% par an sur les 5 prochaines années, sur les 3 à 5 prochaines années. Donc, un operating cash flow qui augmente de 16% par an, ça me semble faisable. Ça me semble complètement faisable. Et donc, pour ça, il faut faut acheter en dessous de 230 $ pour faire plus ou moins 13% par an. Si maintenant ils augmentent à 20% par an, on ferait plutôt 17% par an en achetant à 229 $, et en achetant en dessous de 274 $, ce serait pour faire 13% par an. Et donc là, encore une fois, pas de dividende. Si on passe maintenant par les bénéfices nets, donc on a 59 milliards 200, Là, pareil, si on a une croissance de 20% par an des bénéfices nets, et que derrière, le forward PE, donc ça c'est le forward PE, la moyenne sur 10 ans, elle est à 38 parce que j'ai enlevé les années où on était à 70, 120, etc. J'ai essayé de régulariser au maximum. Donc en se mettant ici, on ne va pas à 38, mais on va se mettre à 30, et qu'on ait 20% de croissance des bénéfices nets,
on ferait du 11% par an. Ce qui me semble pas mal, surtout pour du 20% qui est largement faisable. Les analystes estiment, chez Guru Focus par exemple, pour les bénéfices nets, ils estiment que ça devrait augmenter de 37% par an. Moi, j'y crois pas trop. Je trouve que 20%, c'est déjà très bien. Et là, c'est avec un PI à 30. Si on met le PE à 35 par exemple, on ferait du 14% par an. Donc Amazon, visiblement, ils augmentent leur rentabilité. Okay, ils augmentent leur part de marché, ils dominent, ils ont un segment très rentable avec AWS. Ces niveaux de croissance me semblent totalement faisables. Okay, donc visiblement, moi je trouve que Amazon, ça reste une entreprise sympa à acheter en dessous de 230 $. En dessous de 230 $, ça représente une belle opportunité à mon sens. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces résultats. Est-ce que vous avez saisi des opportunités cette semaine ou pas? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous intéressent? Dites-le moi en commentaire, dites-moi s'il y en a certaines que vous aimeriez que j'analyse plus en profondeur. Il y a une analyse complète de Amazon qui se trouve sur la chaîne également. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!